Ok, je pense alors nous commençons maintenant. Donc encore une fois, bonjour et bienvenue à ce webinaire organisé par le WITCH et CLP Helpdesk Luxembourg sur les obligations relatives aux substances contenues dans les articles. En fait, cette conférence en ligne, elle va durer environ 1 heure, de 14 jusqu'à 15 heures. Donc, nous allons d'abord commencer par une petite introduction. En fait, dans cette introduction, on va vous présenter maintenant le programme d'aujourd'hui ainsi que les différentes activités de notre WITCH et CLP Helpdesk Luxembourg. Donc, après cette première petite introduction qui va durer environ une dizaine de minutes, on va passer à la présentation principale de cet après-midi sur les obligations relatives aux substances contenues dans les articles. Cette présentation vous sera donnée par mon collègue Josie Benaller, aussi du Helpdesk WITCH et CLP Luxembourg. Après cette présentation, on va passer à vos questions et répondre à ces questions. Et à la fin, on va finir avec une conclusion et aussi un petit sondage en vous posant 2 ou 3 questions. Donc, concernant les questions et les réponses, on veut aussi encore préciser que vous pouvez déjà poser vos questions pendant la présentation dans la partie Q&A ici dans Teams. En fait, faites attention, ne posez pas vos questions dans la partie chat parce qu'elle est désactivée. Donc, posez vos questions dans la partie Q&A. Donc, on va alors répondre à vos questions après la fin de la présentation principale. Et dans le cas où il n'y aura pas assez de temps de répondre à toutes les questions ou au cas où on n'arrive pas à répondre immédiatement à une de vos questions, n'hésitez pas à nous contacter par mail et on vous répond alors dans les meilleurs délais aussi par mail. Donc, en fait, le Helpdesk WITCH et CLP est aussi un service d'assistant technique pour les entreprises luxembourgeoises concernant les textes législatifs sur les produits chimiques, donc notamment WITCH, CLP et POPS. Et l'objectif est de conseiller et d'assister les entreprises luxembourgeoises pour les aider à se conformer aux exigences, notamment sur ces règlements WITCH et CLP. Donc, en fait, nous sommes un point de contact gratuit pour répondre à vos questions spécifiques et nous faisons aussi la diffusion d'informations sur WITCH et CLP, notamment par nos sites Internet, mais aussi par des brochures, des newsletters, des outils ou des conférences et des séances d'information comme le webinaire d'aujourd'hui. De manière générale, on vous offre ces différents services en langue française, en allemand et aussi en anglais. Donc, en fait, on a un premier site web où nous faisons la diffusion des informations, en fait, qui s'appelle witch.lu. Ici, vous pouvez trouver toutes les informations importantes concernant les textes législatifs de WITCH et CLP. Et on fait aussi la diffusion, en fait, des dernières actualités chaque semaine que vous pouvez trouver ici, ainsi aussi que les détails sur tous les événements que nous organisons. Nous avons aussi un deuxième site web qui s'appelle popchemicals.lu où vous pouvez trouver toutes les informations importantes sur les polluants organiques persistants, donc les POPs. Et ici, nous diffusons aussi de manière régulière les dernières actualités. Si vous souhaitez aussi vous inscrire à nos lettres d'information, vous pouvez faire ça notamment sur notre site witch.lu dans la section Centre de ressources et sous lettres d'information. Ici, vous pouvez alors vous inscrire à notre lettre d'information mensuelle et aussi à notre lettre d'information SPHC Alert où vous recevez toutes les informations importantes concernant les substances extrêmement préoccupantes. Vous pouvez également retrouver tous nos événements passés en ligne sur notre site witch.lu, également dans la partie centre de ressources et sous événements et les archives. Vous pouvez alors retrouver tous nos événements passés avec les vidéos sauvegardées et puis vous pouvez alors revoir ces vidéos de nos différents webinaires dans votre propre rythme. Aussi, on veut aussi encore vous proposer ou vous informer en fait que nous sommes aussi actifs sur les réseaux sociaux comme LinkedIn. Donc sur LinkedIn, on a une page qui s'appelle Chemicals and Environment Luxembourg. Ici, on vous informe de manière générale en langue française sur les activités du Helpdesk WITCH et CLP,
mais aussi de la plateforme Betriebe en Umwelt. Et on vous donne alors des informations pertinentes pour les entreprises où on fait des reposts de nos partenaires luxembourgeois ou de l'ECA. Donc ici, vous pouvez aussi trouver des exemples en fait des posts qu'on fait. Donc on publie par exemple en fait des mises à jour des textes législatifs ou aussi des mises à jour des listes candidates concernant les SVHC. Et de manière régulière, on diffuse aussi une série qui s'appelle Les Essentiels de Which et CLP. En fait, ici, on vous présente de manière générale un thème d'actualité ou un thème d'importance générale concernant Which et CLP. Donc pour finir l'introduction, en fait, on vous présente aussi notre chaîne YouTube. Elle s'appelle également Chemicals and Environment Luxembourg. Et ici, vous pouvez aussi de nouveau retrouver toutes les vidéos enregistrées de nos webinaires en fait, du Helpdesk Which et CLP Luxembourg, mais aussi de la plateforme Betriebe et Umwelt. Et dans ce cas ici, les vidéos sont aussi sous-titrées en français, en allemand et aussi en anglais. Donc avec ça, on a fini la petite introduction et je passe maintenant la parole et la main à mon collègue Josie Benaler qui vous donne la présentation principale de cet après-midi. Bonjour tout le monde et aussi de ma part, bienvenue à notre webinaire d'aujourd'hui. Donc je me présente courtement, je suis Josie Benaler et je fais aussi partie du Helpdesk Reach et CLP Luxembourg et je vais vous présenter aujourd'hui le grand sujet du webinaire aujourd'hui, donc les substances contenues dans les articles. Bon, d'abord, on passe vite sur le sommaire de cette présentation. Nous commençons avec un petit rappel sur les généralités du règlement REACH, puis nous passons sur les obligations aux substances contenues dans les articles. Donc, on va d'abord regarder comment on peut identifier un article, puis nous regardons les substances contenues dans les articles soumis à l'enregistrement. Et à la fin, nous jetons encore un coup d'œil sur les obligations dans le cas qu'un article contient des SVHC. Donc, alors, pour les généralités du règlement REACH, il faut savoir que ce règlement est entré en vigueur le 1er juin 2007, donc un peu plus que 18 ans, et porte la référence 1907-2006. REACH signifie enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques et a pour but de protéger la santé humaine et l'environnement et aussi d'améliorer la compétitivité de l'industrie chimique. La mise en œuvre est assurée par l'Agence européenne des produits chimiques, aussi appelée ECHA, qui réside à Helsinki en Finlande. REACH s'applique dans toute l'Union européenne, ainsi que les 3 États de l'espace économique européen, donc la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. Et comme déjà dit, REACH s'applique surtout sur les produits chimiques, mais il y a quand même des exceptions et qui sont réglés par exemple par d'autres règlements où REACH n'est pas applicable. Donc, donc REACH n'est pas applicable aux substances radioactives, mais aussi aux substances, mélanges et articles en dépôt temporaire en zone franche, ainsi qu'aux intermédiaires non isolés, au transport des substances et mélanges et aux déchets. Et aussi, au niveau de la défense nationale, les États membres peuvent aussi prévoir des exemptions. Au niveau du Luxembourg, REACH est mis en œuvre par le paquet REACH, qui date du 21 décembre 2011 et qui remplace l'ancien paquet REACH du 27 avril 2009. Le paquet REACH comprend en fait 2 textes, donc la loi du 16 décembre 2011 concernant certaines modalités
d'application et sanctions relatives au règlement REACH et CLP et le règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 qui approche le règlement sur les fiches des données de sécurité du règlement grand-ducal du 23 septembre 2005. Donc voici aussi un petit état de la mise en œuvre au Luxembourg. Donc comme déjà dit, c'est la loi du 16 décembre, aussi dit paquet REACH, qui comprend en fait les deux règlements REACH et CLP. L'autorité compétente au Luxembourg, c'est le ministère responsable de l'environnement. Donc actuellement, c'est le ministère de l'Environnement, du Climat et de la Biodiversité. Et l'administration compétente et l'administration de l'environnement, aussi appelée AEV. Il existe également une coopération interadministrative entre l'AEV, l'ITM et l'AAG, mais aussi la direction de la santé, l'administration des douanes et acquises et l'Institut luxembourgeois de la normalisation appelé ILNAS. Il y a aussi un comité interministériel qui supervise l'application de ces deux règlements. Comme le nom le déjà indique, il y a en fait 4 grandes procédures dans le règlement REACH. Dont un est l'enregistrement qui est obligatoire pour chaque substance fabriquée ou importée au sein de l'Union européenne dans des quantités supérieures à 1 tonne par an. Puis il y a encore l'évaluation de ces dossiers d'enregistrement par l'ECHA pour vérifier que les informations reçues sont adéquates. Une autre procédure est la restriction pour les substances faisant partie de la liste de restrictions de l'annexe 17. Il faut respecter certaines conditions précisées dans cette annexe pour pouvoir utiliser la substance en question. Et la 4e procédure, c'est l'autorisation où les États membres peuvent proposer d'identifier des substances avec des propriétés dangereuses pour la santé humaine ou l'environnement, comme SVHC, et de l'ajouter à la liste d'autorisation de l'annexe 14 pour limiter leur utilisation au sein de l'Union européenne. Et évidemment, toutes ces informations doivent être communiquées clairement dans la chaîne d'approvisionnement. Ceci est fait par des fiches de données de sécurité. Donc, ça, c'était un petit récapitulatif du règlement REACH. Maintenant, nous entrons dans le vif du sujet, donc les obligations concernant les substances contenues dans les articles. Donc, nous regardons d'abord à la définition d'un article selon l'article 3, paragraphe 3 de REACH, qui dit qu'un objet auquel sont donnés au cours du processus de fabrication une forme, une surface ou un dessin particulier qui sont plus déterminants pour sa fonction que sa composition chimique. Il y a donc une grande variété d'objets qui est considéré comme article sous REACH. Voici quelques exemples que j'ai pris du site du projet Life Ask REACH, qui est un outil de communication sur les substances dans les articles que je vais parler encore un peu plus tard. Donc, en première vue, la définition d'un article a l'air d'être simple, mais on va encore voir que ce n'est pas toujours évident. Malheureusement, il n'existe pas de liste qui dit clairement qu'est-ce qu'est un article et qu'est-ce qu'est une substance ou un mélange. Donc, c'est alors le rôle des entreprises de définir la fonction de l'objet pour décider si l'objet est considéré comme un article ou une substance ou un mélange. Et comme cette décision n'est pas toujours facile, l'ECHA a créé un flowchart qui peut aider à identifier un article dans son guide des exigences applicables aux substances contenues dans les articles. Pour décider si l'objet est considéré comme un article sous REACH, il faut d'abord identifier la fonction de l'objet. Et quand la fonction est identifiée, ou c'est clair qu'est-ce que c'est, il faut se poser la question où il faut regarder si la fonction résulte de la composition chimique
ou de sa forme, de la surface ou du dessin de l'objet. Donc, pour l'exemple de la carte postale, bon, typiquement, une carte postale contient une image et doit permettre de l'écriture ou de l'impression là-dessus. Donc, la surface de la carte postale doit permettre la présence d'encre, de stylo ou de graphite de crayon. Et ces caractéristiques dépendent plutôt de la forme et de la surface de la carte que sa composition chimique. Donc, dans ce cas, une carte postale peut être considérée comme un article à cause comme les propriétés résultent de la forme. Un autre exemple, c'est le crayon de cire. Un crayon de cire est constitué de paraffine et de pigments. Donc, la fonction est de transporter en fait les pigments sur le papier et le paraffine fonctionne alors comme un transporteur pour le pigment. Donc, la fonction résulte surtout de la composition chimique dans ce cas, et le crayon de cire est, euh, est considéré comme un mélange ou une substance. Bon, ces cas sont relativement simples et clairs, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, si ce n'est pas possible de faire cette distinction de manière non ambiguë, il faut ajouter une troisième étape et se poser la question si l'objet contient une substance ou un mélange qui peut être séparé de l'objet. Si c'est le cas, donc oui, s'il y a une substance ou un mélange qui peut être séparé de l'objet, on passe à l'étape 4 où il y a encore en fait pas une mais trois questions à respecter. Donc on va regarder ça avec l'exemple de la cartouche d'imprimante. Donc, il faut regarder trois différentes questions. Donc, la première question sera si l'objet ou le mélange était séparé de l'objet, serait-elle ou il capable de remplir la fonction définie à l'étape 1? Donc, en principe, on peut répondre avec oui, comme il serait toujours possible de déposer l'encre sur du papier sans la cartouche. Mais bien sûr, il y a une perte de qualité et de commodité et le résultat ne serait pas le même, évidemment. Mais en principe, c'est possible, donc on peut répondre avec oui. La deuxième question, l'objet agit-il principalement en tant que contenant ou support pour le rejet ou la libération contrôlée de la substance ou de le mélange ou de ses produits de réaction? Donc cette réponse est aussi positive comme la cartouche est le conteneur de l'encre dans l'imprimante et elle contrôle la vitesse du rejet de celle-ci. Et la troisième question, la substance ou le mélange est-elle ou il consommé ou éliminé au cours de la phase d'utilisation de l'objet, rendant ainsi l'objet inutilisable et conduisant à la fin de sa vie utile. Donc, aussi ici, c'est aussi oui, comme l'encre est consommée pendant la vie de l'objet, de la cartouche, et le moment où l'encre est consommée complètement, ce moment-là marque la fin de la vie de l'objet. Donc, dans ce cas, la majorité des questions peut être répondue avec oui. Et en généralement, si la majorité des réponses est oui, dans cette étape, l'objet peut être considéré comme un article en combinaison avec une substance ou un mélange. De l'autre côté, si la majorité des réponses est non, il faut continuer avec l'étape 5 du flowchart et on va regarder ça maintenant. Et on prend cette fois-ci l'exemple d'un thermomètre. Et aussi, dans cette étape, il y a encore une fois trois questions qu'il faut se poser. Donc, la première est si la substance ou le mélange était retiré ou séparé de l'objet, l'objet serait-il incapable de remplir la fonction à laquelle il est destiné? Donc, son mélange à l'intérieur, donc si le thermomètre était vide, il n'est plus capable à remplir sa fonction de mesurer la température. Donc, la première réponse est oui.
Deuxième question, la fonction principale de l'objet est-elle différente de celle consistant à libérer la substance ou le mélange ou les produits de sa réaction? Donc, la fonction principale d'un thermomètre est d'afficher la température qui ne constitue pas la libération de la substance ou du mélange intégré dans cet objet. Donc, la réponse est aussi oui, comme la fonction principale n'a rien à faire avec la libération du contenu. Et la troisième question, l'objet est-il normalement mis au rebut avec la substance ou le mélange à la fin de sa vie utile, c'est-à-dire lors de l'élimination? Donc, cette question peut être répondue également avec oui, comme un thermomètre est normalement éliminé avec son contenu chimique. Euh, donc, aussi ici, donc dans ce cas-là, si la majorité des réponses est positive ou oui, euh, l'objet est considéré comme un article. Et de l'autre côté, si la majorité serait non, euh, la majorité des réponses, l'objet serait considéré comme un article en combinaison avec une substance ou un mélange. C'est alors le schéma si l'objet qui contient la substance ou le mélange peut être séparé de celle-ci, mais si ce n'est pas le cas, donc si la substance n'est pas séparable de l'objet, il faut faire une autre étape, donc l'étape 6. Et là, il y a aussi, encore une fois, quelques questions à se demander. Donc, les questions sont, l'objet a-t-il une autre fonction que celle d'être transformé? Le vendeur met-il l'objet sur le marché et ou le client est-il surtout intéressé par l'acquisition de l'objet en raison de son aspect et moins en raison de sa composition chimique? Donc, par exemple, si c'est un objet plutôt décoratif. Euh, la troisième question est, lorsque l'objet subit une transformation ultérieure, cette dernière ne consiste-t-elle qu'en une transformation légère, c'est-à-dire sans changement important de la forme? Et finalement, lorsque l'objet subit une transformation ultérieure, sa composition chimique reste-t-elle la même? Bon, parfois, pas toutes les questions sont applicables à un objet, donc dans cette étape, on prend les questions qui sont adéquates pour l'objet. Quand la majorité des réponses est oui, l'objet est considéré comme un article et en conséquence, si la majorité des réponses est non, l'objet est considéré comme une substance ou un mélange. Il y a aussi des cas où, avec ce schéma, c'est impossible à identifier l'objet parce que l'article est trop complexe. Dans ce cas, d'un article complexe, il faut séparer en fait l'article dans ses composants ou dans des composantes moins complexes ou plus petites jusqu'à un niveau où on peut appliquer ce schéma. Euh, oui. Euh, euh, oui, pour appliquer ce schéma sur ces composantes ou les articles moins complexes. Euh, donc, on a maintenant défini qu'est-ce que c'est un article. Maintenant, on passe vers les obligations concernant ces articles. Donc, d'abord, nous jetons un coup d'œil sur le procès d'enregistrement. En fait, pour l'enregistrement d'une substance contenue dans un article, d'après l'article 7, paragraphe 1, il faut avoir deux conditions remplies. La première condition est que la quantité totale de la substance contenue dans l'article doit être supérieure à 1 tonne par an. Et la deuxième condition est que la substance contenue dans l'article doit être désignée pour être rejetée intentionnellement. Et important à noter, les deux conditions doivent être remplies pour déclencher l'obligation d'enregistrement. S'il n'y a qu'une de ces conditions, il n'y a donc pas d'obligation d'enregistrement. Ce qui est aussi important à noter est que quand on enregistre la substance et pas l'article, donc on prend la totalité de la substance contenue dans l'article, mais aussi si, par exemple, un producteur
produit plusieurs articles qui contiennent la même substance ou oui, la même substance, il faut enregistrer la substance qu'une fois avec la quantité totale. Et de l'autre côté, s'il y a un article qui contient plusieurs substances qui remplissent les conditions en haut, il faut enregistrer chaque substance séparément. Et concernant le rejet intentionnel, il faut noter qu'on prend sous rejet intentionnel le rejet d'une substance ou d'un mélange fait d'une manière exprès pour remplir une fonction secondaire ou une fonction accessoire de l'article. Donc, un exemple typique pour cela sont des articles parfumés qui rejettent des substances ou des mélanges pour que l'article porte une certaine odeur. Mais comme déjà dit, cette fonction de la substance rejetée doit être accessoire et le rejet intentionnel doit se dérouler dans des conditions normales et raisonnablement prévisibles. Donc, comme conséquence, on ne parle pas d'un rejet intentionnel si c'est la fonction primaire de l'objet, par exemple chez une cartouche d'imprimante, où c'est la fonction primaire qui sert comme transporteur d'encre. Également, on ne parle pas de rejet intentionnel si le rejet résulte du vieillissement de l'article ou de son usure. Normalement, l'identification du potentiel rejet intentionnel se passe au cours de la procédure de détermination de la fonction de l'objet, si c'est un article, ou on détermine aussi si c'est un article ou pas. L'ECA a créé aussi une petite liste non exhaustive dans son guide sur les exigences aux substances contenues dans les articles. Cette liste donne quelques exemples de rejets de substances qui ne sont pas à considérer comme rejets intentionnels. Donc, ce sont par exemple le rejet qui se passe pendant l'entretien ou l'utilisation sans fonction de la substance. Donc, par exemple, les colorants de vêtements qui sont rejetés ou libérés pendant le lavage, mais aussi si le rejet est inévitable lors de l'utilisation de l'article, mais quand cette substance mais le rejet ne contribue pas à la fonction. Par exemple, chez des garnitures de freins ou des pneus chez les voitures. Mais aussi le rejet sous forme de réaction chimique n'est pas considéré comme rejet intentionnel, comme par exemple le rejet ou la création d'ozone par des photocopieurs. Et évidemment, un rejet causé à une mauvaise utilisation d'un article n'est pas intentionnel non plus. Maintenant, pour déterminer la concentration de la substance dans un article, pour savoir si on doit la notifier ou pas, c'est en fait assez simple. On divise simplement la masse de la substance par la masse de l'article contenu dans euh, la masse de la substance contenue dans l'article par la masse de l'article. Euh, bon, parfois, la substance fait partie d'un mélange. Donc, dans ce cas, pour calculer la concentration de la substance dans l'article, il faut multiplier la concentration maximale de la substance dans le mélange par la concentration maximale du mélange dans l'article. Et important à noter, c'est qu'il faut toujours utiliser pour ces calculs la concentration maximale, donc la totalité ou la quantité totale de la substance contenue dans l'article, même si, la substance n'est pas rejetée complètement. Il y a aussi quelques exemptions à cette obligation d'enregistrement. Donc, ceci concerne les substances faisant partie des annexes 4 et 5 de REACH, qui comportent les exemptions d'enregistrement, mais aussi les substances revalorisées sont exemptées selon l'article 2, paragraphe 7, partie D, et les substances qui sont déjà enregistrées pour l'utilisation en question euh, et pour l'utilisation spécifique selon l'article 7, paragraphe 6.
Passons maintenant à la dernière rubrique qui concerne les articles contenant les SVHC. Donc, les SVHC sont des substances extrêmement préoccupantes qui sont identifiées au cours du procès d'autorisation. Pour rappel, le procès d'autorisation consiste de 3 phases qui passent de l'identification des SVHC par un État membre euh, à la recommandation de l'inclusion dans la liste d'autorisation et finalement à l'application d'autorisation. Bon, on ne va pas entrer dans le détail de ce procès, mais on va se concentrer un peu sur la phase 1 parce que c'est à partir d'ici, quand une substance est identifiée comme SVHC et quand elle est incluse dans la liste candidate, qu'il y a des conséquences pour les articles contenant une de ces substances extrêmement préoccupantes. Oui, les critères pour identifier une substance comme SVHC sont en fait si la substance présente des propriétés CMR, donc des propriétés cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques des catégories A1 et A1B, mais aussi des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques, et les substances très persistantes et très bioaccumulables, souvent abréviées avec PBT ou VPVB. Mais aussi les substances qui présentent des propriétés avec un niveau de préoccupation équivalent peuvent être identifiées comme SVHC. Un exemple pour cela sont par exemple les propriétés de perturbateurs endocriniens. Les substances présentant une ou plusieurs de ces caractéristiques peuvent être identifiées comme SVHC et pour conséquence être incluses dans la liste candidate. Donc, si une de ces substances est incluse dans la liste candidate, cela déclenche des obligations. Et ce sont d'un côté l'obligation de notifier la présence de la SVHC à l'ECA selon l'article 7, paragraphe 2. Et de l'autre côté, il y a l'obligation de communication à la présence de la SVHC dans l'article selon l'article 33 de REACH. Donc, concernant l'obligation de communiquer la présence des SVHC à travers la chaîne d'approvisionnement, il est important à noter que la notification devient obligatoire si la concentration de la SVHC dans l'article est supérieure à 0,1% masse par masse. Mais il n'y a pas de seuil de quantité qui déclenche l'obligation, c'est-à-dire dès que la présence de toute SVHC avec une concentration supérieure à 0,1% doit être communiquée dans la chaîne d'approvisionnement. Au niveau de la notification, de la SVHC à l'ECA, elle devient obligatoire aussi si la concentration de la SVHC dans l'article est supérieure à 0,1% et si la quantité fabriquée ou importée est supérieure à 1 tonne par an. Donc, au niveau de la notification, c'est le rôle du producteur et de l'importateur de notifier la SVHC à l'ECA via REACH-IT. Comme chez l'enregistrement, on notifie la substance et pas l'article. Donc, si on produit plusieurs articles différents qui contiennent la même SVHC, on considère la quantité totale de cette substance. Si leur concentration est plus grande que 0,1%. Et la notification est à faire au plus tard 6 mois après l'inclusion de la substance dans la liste candidate. Et selon l'article 7, paragraphe 3, il y a une dérogation de cette obligation de notification. Et si on peut prouver qu'il n'y a pas d'exposition humaine ou environnementale. Mais ça, c'est vraiment la seule exemption pour l'obligation de notification. S'il faut faire une notification, la notification doit évidemment contenir quelques informations, dont l'identité et les coordonnées du producteur ou de l'importateur, ainsi que le numéro d'enregistrement si possible,
aussi l'identité de la substance. On donne aussi une petite description de l'utilisation de la substance et aussi la fourchette de quantité de la substance, donc si c'est entre 1 ou 10 tonnes ou 10 et 100 tonnes par an, etc. En revenant vers la communication, c'est indiqué dans l'article 33, paragraphe 1 de REACH que le fournisseur doit communiquer toute information nécessaire permettant l'utilisation de l'article en toute sécurité et mais au moins, il faut donner le nom de la substance concernée aux utilisateurs en aval, ou oui, dans la chaîne d'approvisionnement. Euh, donc, la même chose est valable pour les consommateurs. Donc, les mêmes informations sont à communiquer aux consommateurs, mais sur demande. Donc, le consommateur doit demander, ou si un consommateur demande d'avoir, d'avoir ou de recevoir ces informations, le fournisseur est obligé de faire ceci dans un délai de 45 jours et aussi gratuitement. Pour faciliter cette communication entre les fournisseurs et les consommateurs et pour améliorer l'accès aux droits de savoir du consommateur, il y a le projet Life as Screech, où le projet Life as Screech a développé il y a quelques années un outil en Europe ou a développé une base de données européenne pour les fournisseurs d'articles et aussi une application associée euh, pour les consommateurs qui s'appelle Scan4Cam. Donc, l'utilisation de cet outil est volontaire et permet aux fournisseurs de mettre à disposition des informations pertinentes sur les SVHC contenues dans leurs articles via la plateforme fournisseur de l'outil. Et pour le côté consommateur, il y a l'application Scan4Cam qui a été créée dans le cadre de ce projet avec laquelle les consommateurs peuvent scanner les codes barres pour recevoir les informations sur l'utilisation sécurisée de l'article. Dans le cas où il n'y a pas encore d'informations, les consommateurs où le consommateur peut demander le fournisseur directement par l'application de fournir les informations. Et pour la fin, encore une petite parenthèse sur la base de données Skip. Ceci est une base de données sur les SVHC contenus dans les articles à laquelle il faut également notifier, mais dans le cadre de la directive cadre des déchets. Mais là, je ne vais pas entrer dans les détails comme c'est la directive cadre des déchets et c'est en dehors du champ de compétences du Helpdesk REACH CLP Luxembourg. Si vous avez si vous avez des questions sur cette base de données Skip ou sur la directive cadre des déchets, il faut contacter l'autorité compétente au Luxembourg, donc l'administration de l'environnement, AEV. Et encore une dernière information là-dessus. Dans le cadre des réformes omnibus de la Commission européenne, il y a couramment des discussions de réformer cette base de données et de l'abandonner éventuellement. Mais ces discussions sont encore en cours, donc ce n'est pas encore définitif et on ne sait pas encore exactement qu'est-ce qui va se passer avec cette base de données. Mais comme ça, vous le savez, donc c'est peut-être bien de garder ça en tête. Et parlons des compétences de l'administration de l'environnement, je vais aussi encore ajouter une slide de la part de l'AV qui malheureusement ne peut pas participer au webinaire aujourd'hui, mais qui nous a donné une slide concernant, concernant l'aspect des contrôles qui sont faits au Luxembourg par l'administration de l'environnement. Donc, oui, les obligations légales qui sont en fait contrôlées sont les articles 7, paragraphe 2, donc la notification à l'ECA, et l'article 33 du règlement REACH.
donc la communication. Les acteurs économiques ciblés sont en fait tous les types de fournisseurs d'articles, y compris le commerce électronique. Donc, c'est vraiment la chaîne d'approvisionnement complète. Et aussi, il y a aussi une coopération avec les autorités douanières pour l'identification d'importateurs par analyse des données d'importation. Ici au Luxembourg, les substances principales contrôlées ou oui, sont en fait les phtalates, les paraffines chlorées, les colorants azoïques, les métaux lourds, les retardateurs de flamme et les substances perfluorées. Et oui, donc dans le cadre de ces contrôles, les éléments clés qui sont contrôlés sont, et en fait, s'il y a une notification de la substance dont l'article est fait. Donc, si oui, on regarde l'exhaustivité et l'exactitude des données et aussi la cohérence de la situation sur place avec le dossier de notification. Mais on contrôle aussi la communication des informations sur les substances contenues dans les articles aux consommateurs. Donc, il y a une vérification à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement, donc au niveau des fabricants, des importateurs, des représentants exclusifs et des fournisseurs. Et il y a une vérification du contenu des informations, pardon, pour permettre l'utilisation en toute sécurité. Et aussi, on contrôle, on analyse aussi, ou on avait fait aussi une analyse chimique au laboratoire de ces substances ou des articles. Donc, avec ça, je termine ma présentation sur les obligations aux substances contenues dans les articles. Je vous remercie pour votre attention et oui, on est ouvert pour des questions et je donne la parole à mon collègue Philippe. Merci Jo pour la présentation. Oui, on a déjà vu qu'il y a eu 2 questions maintenant. En fait, si vous voulez aussi encore poser des questions, en fait, vous pouvez toujours le faire maintenant ici dans la partie Q&A de Teams. Je vous rappelle de ne pas écrire vos questions dans la partie chat parce que c'est désactivé. Donc, si vous avez encore une question, passez par la fonction Q&A ici dans Teams. Donc, il y a eu une première question et c'était comment classez-vous un feutre contenant de l'encre et un crayon de couleur? Oui, je pense que je peux aussi peut-être prendre cette question. En fait, on l'a vite regardé ici pendant la présentation. Donc, on veut d'abord aussi vous dire en fait que c'est pas maintenant le rôle du Helpdesk Switch et CLP de faire la classification en fait de vos produits. C'est quand même la responsabilité de chaque producteur ou vendeur de ces articles. Mais on veut quand même vous dire que en fait, vous pouvez aussi trouver des informations dans le guide de l'ECA qui s'appelle le guide des exigences applicables aux substances contenues dans les articles. Et en fait, ici, vous pouvez alors aussi peut-être trouver des analogies par rapport à ces 2 articles que vous avez mentionnés, parce que comme vous l'avez peut-être aussi maintenant vu dans cette présentation, il y avait eu l'exemple du crayon de cire qui est aussi dans ce guide, et dans ce cas, c'était considéré comme un mélange. Et c'est aussi indiqué dans ce guide que d'autres instruments d'écriture en analogie en analogie justement aux cartouches d'imprimante sont à considérer comme une combinaison d'un article et d'une substance ou d'un mélange. Donc, en fait, si vous voulez vraiment être sûr et regarder comment votre produit peut être classifié, en fait, vous pouvez alors de nouveau regarder dans ce guide de l'ECA sur les exigences applicables aux substances contenues dans les articles. Oui, on avait aussi encore une deuxième question. Peut-être je peux aussi la donner à Jo. En fait, c'était concernant la déclaration de substances dans les articles. Le volume de 1 tonne doit être déclaré par le producteur, importateur ou par le downstream user. Et merci Philippe.
Oui, au niveau de la déclaration, je suppose que c'est la notification que vous pensez. Donc, au niveau de la notification de la substance au-dessus d'une tonne, c'est toujours le producteur ou l'importateur qui doit faire cette notification auprès de l'ECA. Oui, c'est donc c'est pour oui, c'est pour la notification, c'est le rôle du producteur ou de l'importateur. Mais au niveau de la communication, donc au niveau de la communication dans la chaîne d'approvisionnement, c'est vraiment chaque fournisseur, donc chaque membre de la chaîne d'approvisionnement doit le communiquer vers le bas dans la chaîne. Donc là, c'est un peu différent, mais au niveau de la notification à l'ECA, c'est toujours le producteur et l'importateur. Oui, OK, merci. On va maintenant passer à la fin et aussi à la conclusion avant de vous libérer pour cet après-midi. Donc, comme on l'a déjà dit dans l'introduction, en fait, vous pouvez aussi retrouver tous nos événements passés en ligne. Donc, vous allez aussi pouvoir revoir ce webinaire dans quelques jours sur witch.lu dans la section de centre ressources et événements, de nouveau en passant par les archives. Et donc, ici, vous pouvez alors aussi retrouver ce webinaire enregistré. Aussi encore pour finir, on veut aussi encore, oui, comme déjà dit, en fait, vous allez pouvoir bientôt voir cette présentation et aussi la session vidéo en fait sur notre site switch.lu. Aussi, comme indiqué, en fait, si vous voulez rester informé avec nos lettres d'information et les réseaux sociaux, en fait, vous pouvez aussi vous inscrire pour ces options-là. Concernant des futurs événements, en fait, où le Witch et CLP Helpdesk est aussi présent, le prochain, c'est le Enterprise Europe Network Can Help. C'est une conférence qui va avoir lieu au Kirchberg et qui est organisée par la Chambre des métiers. Elle va avoir lieu le 23 octobre 2025. Et aussi encore pour les prochains webinaires, c'est encore à définir. Donc, au cas où on sait un peu plus pour nos prochains webinaires, on va aussi vous le communiquer par nos différents réseaux. Donc, avec ça, on a maintenant fini. On vous remercie encore une fois de votre attention. Si vous avez des questions justement concernant le webinaire d'aujourd'hui sur Witch, CAP ou POP, vous pouvez toujours nous contacter. Oui, justement, on vous remercie encore une fois. Merci et au revoir. Merci, au revoir.